Vous écoutez le temps d'une bière. Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler de la bière dans le temps, puis du temps dans la bière, puis des gens à travers tout ça. Cet épisode-ci, en particulier, vous est présenté par la Shop à Malte. La Shop à Malte, c'est la référence dans l'Outaouais pour tout ce qui est équipement et ingrédients brassicoles, si vous voulez boire de la bière. Si vous voulez brasser de la bière, Et la si boire vous... après. c'est ça, oui, parce qu'idéalement, vous voulez brasser et boire de la bonne bière, allez les voir, ils sont gentils, ils sont généreux, ils ont beaucoup d'équipements, beaucoup de choix, surtout côté ingrédients, côté levure, côté orge, côté malt, côté toutes sortes de choses. Et en plus de ça, ils font de la formation. Ils sont 99 rue Crémazie à Gatineau. Allez leur dire bonjour, ils vont être contents de vous parler. Pour cet épisode, on va parler d'un enjeu crucial, s'il en est, pour l'histoire du monde, le vôtre comme le mien, l'eau. On va parler de l'eau, son rôle, son importance. On sait que dans des temps très anciens, la bière était à peu près euh, un des seuls breuvages auxquels on avait accès qui ne nous tuait pas. C'est-à-dire, contrairement à de l'eau pure et simple, c'était pas plein de pathogènes qui pouvaient terminer votre vie au terme d'une maladie prodigieusement douloureuse. Donc, on se retrouve avec un événement important. L'eau dans la bière, c'est important. Mais à quel point est-ce que ça change la bière? À quel point est-ce que ça va donner une personnalité à la bière? Pour en parler, j'invite notre microbiologiste en chef, en résidence ici pour le temps d'une bière, Jocelyn Lachance, qui trouve ça très drôle de se faire soudainement appeler en chef. C'est bien, tu t'es pas trompé cette fois-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'habitude, on me confond avec un biochimiste, mais Mhm. tu sais, ça se ressemble. OK, on va le donner, on Ouais, va le oui. donner, ça se ressemble. Là. Personnellement, je suis content de pas être le seul qui a fait l'erreur. Ah, t'es vraiment pas le seul, je te le confirme. Là. Bon, écoute, grosse question pour toi. Le rôle de l'eau dans la bière. Mon Dieu, il est immense, le gros. Mhm. Honnêtement, en tant que brasseur amateur à mes heures, le moment où j'ai commencé à jouer avec mon eau de brassage, c'est là que j'ai vu la plus grosse différence dans la qualité de mon produit, dans la rapidité à laquelle mes fermentations se faisaient, Mhm. la qualité de la fermentation. Tu sais, tu peux venir jouer avec le goût Mhm. de ta bière. C'est pour vrai, c'est de loin l'élément qui compose une bière qui est le plus sous-estimé. C'est là qu'on voit la différence entre ton cheminement et le mien. Moi, j'ai commencé à brasser de la bière il y a 1 an avec des extraits. Donc, d'aucuns qui nous écoutent diraient que c'est triché parce que c'est pas vraiment ça, brasser de la bière, parce que j'ai On, pas assez faut, de contrôle. il faut tout commencer à quelque part. OK? C'est J'ai ça. fait ça moi Ben aussi. oui. Là. Je suis en train de l'éduquer, inquiétez-vous pas tout le monde. Là. Oui, il s'occupe de moi, oui. Ben oui, justement, on est censé brasser ensemble encore une fois dimanche. Oh yeah! J'espère que ça va bien se passer. Mais c'est ça. Moi, quand je brasse, puis j'ai pas la même expérience que toi, j'ai certainement pas la même démarche. Euh, Moi, je pense au sucre fermentable, je pense à la température. J'ai pas d'équipement pour mesurer le pH de l'eau, qui pourtant est crucial. Mais en pensant à nos auditeurs, je vais tourner ce problème-là en opportunité. Je vais te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que le pH de l'eau est important pour la bière? Le pH de l'eau est vraiment important pour la bière. Euh, pour ceux qui suivent un peu le podcast, on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça des maltes. Donc, Mhm, tu sais, pendant cet épisode-là, on parlait de l'influence des maltes sur le pH de la bière. On a aussi parlé des enzymes présentes dans les maltes. mhm. Si le pH, c'est là qu'il y a le plus gros impact, en fait, quand on fait de la bière. C'est sur l'activité des enzymes qu'on utilise pour convertir les sucres complexes des maltes en sucre simple que les levures vont pouvoir utiliser pour fermenter, pour faire l'alcool, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, le- toutes les enzymes, que ce soit pour faire de la bière, que ce soit dans notre organisme à nous, ils vont tous fonctionner à un pH et à une température optimale. Tu Mhm. sais, c'est comme une courbe, dans le fond. Ils vont fonctionner dans une marge de température et de pH, Mhm. mais tu sais, il y a une température et un pH auquel leur activité va être maximale.
Ça, c'est pas la fameuse cloche. C'est un Oui, c'est concept ça. statistique très récurrent à Oui, travers plusieurs ce qu'on domaines. ce qu'on appelle une courbe gaussienne, OK, Oui. en statistique. Mhm. Ici, c'est pas nécessairement une statistique, mais si on fait une représentation graphique de l'activité enzymatique en fonction de la température et du pH, ça nous donne effectivement une cloche qui ressemble à une courbe gaussienne, Mhm. effectivement. Donc, l'idée, c'est de se trouver au top de la cloche. Pourquoi? Parce que c'est là que il y a le plus d'activité. C'est là qu'on va obtenir le meilleur des enzymes, finalement. Ce que tu me dis me laisse, ou plutôt me suggère, qu'il y a une zone de pH optimale pour l'activité A, enzymaire, enzymatique, enzymaire, Enzymatique. enzymatique, et B, peut-être pour l'activité de la levure. Oui, oui, définitivement, n'importe quel organisme vivant, Mhm. tu sais, on est tous influencés par le pH. C'est comme nous, le sang, notre sang, le pH doit se trouver entre 7, disons, à peu près 7,35 et 7,45 de pH. Dès que tu sors de ça, là, les conséquences sont désastreuses. Ben voyons donc. Attends, 7 puis 7,35, est-ce que c'est censé être acide ou alcalin? C'est-tu... C'est relativement neutre, OK, c'est en fait. relativement neutre. Oui, oui, c'est relativement neutre. Tu sais, la marge est très mince, disons, tu sais, pour Mais il le se passe pH. quoi si ton sang est pas neutre? Si ton sang n'a pas la neutralité de la Ah Suisse, mon mettons? Dieu, on pourrait, ça va dégénérer en insuffisance rénale ou en insuffisance respiratoire. C'est excessivement complexe. Wow. C'est définitivement pas un sujet que nos auditeurs ont envie d'aborder ce soir. Non, On va revenir aux levures. c'est Oui, bon, oui, j'accepte. effectivement, les levures, euh, tu sais, ils sont capables de vivre tu sais, dans une certaine marge de pH, Mhm. effectivement, qui est généralement plus grande que les bactéries. Ah oui, les levures sont faites plus fortes? Ah oui, définitivement. Ah oui, non, des levures, c'est beaucoup plus résistant Mhm. que les bactéries. Ça tolère mieux les changements de pH. Tu sais, ça tolère en général mieux à peu près tout que les bactéries. C'est génial, la Oui. Tu levure. sais, en fait, tantôt tu parlais qu'il fut un temps où la bière était plus sécuritaire à boire que l'eau. Mhm. Eh bien, c'est sûr que dans l'eau, tu sais, aujourd'hui, l'eau, on la traite pour qu'elle soit potable, tu sais, pour pas qu'il y Mhm. ait d'agents pathogènes dedans. Mhm. Mais le pH de la bière ne permet pas aux pathogènes, là, tu sais, pathogènes, je parle, tu sais, des bactéries comme E. coli, la salmonelle, etc., tu sais, de se reproduire dans la bière. Mhm. Fait que ça joue un rôle bactéricide, si on peut le dire comme ça. Tu sais, ça empêche, tu sais, la prolifération bactérienne. Ouais, c'est vrai. Puis si je peux juste faire une petite incursion, il y a des chercheurs américains qui ont pris l'eau d'un étang dans lequel il y avait des excréments de plein d'oiseaux. L'eau était plus ou moins stagnante. Fait que ils pouvaient raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait du E. coli en abondance, puis il y en avait. Ils l'ont fait bouillir, ils ont fait une bière, aucune trace de colis ou de aucun Mhm. pathogène. Ben, la chaleur est un Mais c'est ça. excellent. Mais C'est pas oui. pour rien que dans le Mhm. processus de production de la bière, on fait bouillir. Tu sais, Mhm. oui, ça permet de tirer le meilleur de notre houblon. Ça Mhm. permet aussi de stériliser Ouais. notre produit, tu sais, enlever toute trace de bactéries qui pourraient être nuisibles au produit Mhm. et à notre santé. Ouais. Ce qui a probablement aidé plusieurs groupes de population humains à survivre à des conditions climatiques plus ou moins extrêmes, surtout dans des environnements où est-ce qu'il pleuvait rarement, mettons. Je ne veux pas trop généraliser parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où est-ce que, jusqu'à l'époque industrielle, on pouvait quand même boire de l'eau à partir de sources souterraines, à partir de puits, mais ce que je vois, c'est que dès que les gens arrivent dans une place, la colonisent, restent là pendant très longtemps, tout de suite, il y a de la contamination. C'est très, très difficile de conserver une source d'eau pure quand il y a une grosse agglomération. Euh, je peux témoigner parce que je travaillais au laboratoire de la ville de Gatineau et honnêtement, Ah c'est ouais. un travail de tous les jours de surveiller la qualité de l'eau, de la Mhm. traiter. Puis tu sais, on s'entend, c'est pas la ville de Gatineau le problème, là, tu sais, je veux dire, Mhm. toutes les villes, c'est comme ça, là. Ben, Je veux dire, dans toutes les villes, il y a un enjeu assez important de recyclage de l'eau,
puis Oui, ça génère des coûts. puis de sécurité, de salubrité. Mhm. Tu sais, je veux dire, toutes les villes, tu sais, sont obligées de surveiller la qualité de leur eau, là. Tu sais, c'est là que je veux en venir, là, tu sais, je veux dire. Parce que ça a un impact direct sur le brassage que tu vas faire à domicile. En partie. C'est pas juste parce que c'est une Ben, c'est question de sûr que, tu santé. sais, tu veux pas qu'il y ait des E. coli dans ton eau, là. C'est sûr. Ça, c'est non. On s'entend, là, Ça, c'est non. tu veux pas ça, effectivement. Non, je te le confirme, ça n'apporte absolument rien de bénéfique à ta bière, je te le Mhm. confirme. Mhm. C'est ce que je me disais aussi. Mais parlons un peu de ce que tu as besoin quand tu brasses une bière dans ton eau. Est-ce qu'il y a un profil d'eau en particulier qui est plus à même de s'assurer que ta bière va être une réussite? Est-ce que la question se pose même? Oui, Mhm. oui, définitivement, la composition de ton eau a une influence majeure sur ce que tu peux brasser. Hmm. L'histoire en témoigne d'ailleurs. Euh, on va prendre deux exemples complètement distincts. Prenons l'Angleterre, Hmm. c'est pour exemple. L'eau là-bas est pleine de minéraux. Ok, ça, c'est connu. Ils ont appris avec le temps à la traiter pour enlever les minéraux. Mais jusqu'à un certain point, ils ont appris à faire des bières avec le fait qu'il y a beaucoup de minéraux. Le fait qu'il y a beaucoup de minéraux dans l'eau, dans leur cas à eux, ça rend l'eau très alcaline. Ce qui fait que il faut jouer beaucoup plus avec le pH, disons, pour obtenir le meilleur de notre bière. J'ai de la misère à comprendre ça. Est-ce que ça veut dire que c'est... Est-ce que ça veut dire que la bière va être moins acide et que si tu veux une bière acide, il va falloir plus travailler pour? Ben, en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est on parlait d'enzymes tantôt d'activité enzymatique. Mhm. Pour faire une bière, normalement, OK, le pH, quand on fait l'empâtage, devrait se retrouver entre 5,2 et 5,6 de pH. OK? L'échelle de pH, ça va de 0 à 14. OK? Pour les non-initiés, ceux qui ont leur chimie de secondaire 5, c'est un petit peu plus Mhm. loin. C'est comme ça que ça fonctionne. Normalement, pour faire une bière, OK, pour tirer le meilleur des enzymes du grain, quand on les trempe dans l'eau, il faut qu'on soit entre 5,2 et 5,6. OK. Ça, c'est influencé par la composition de ton eau et le type de grain que tu vas utiliser pour faire ta bière. Plus Ah tu vas ouais. utiliser des grains des grains torréfiés, Mhm. plus ça va provoquer l'acidification de ton eau. Le grain torréfié peut acidifier Oui, l'eau et même beaucoup. oui, beaucoup. Au Mhm. point où tu peux descendre en dessous de 5,2. Et là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire de la bière, Mhm. mais elle ne sera vraiment pas de bonne qualité. Comment est-ce que tu définis une bonne qualité à ce point-ci? Ben, Qu'est-ce je qui veux va être dire, empêché? Qu'est-ce qui va être ralenti? Qu'est-ce qui va être si moins l'activité optimal? enzymatique est perturbée, n'est pas optimale, Mhm. mais tu risques d'avoir moins d'alcool. Ah Il va ben là, rester plus de sucre fermentable. Oui, non, c'est ça. Écoute, il n'y a personne qui veut ça, là, comme si c'était ultimement. la Là. pire chose au monde. C'est la pire. Non, mais quand tu fais une bière, c'est définitivement, ça a un impact sur le rendement. Oui, Fait que si tu es un professionnel qui brasse, c'est vrai. ça a un impact majeur sur ta production. Tu veux tirer le meilleur. Ça te coûte des dizaines, des centaines de dollars en grains. Ouais, surtout si tu as une microbrasserie ou une brasserie. Exactement. Tu Mhm. sais, pour avoir déjà travaillé un peu dans une microbrasserie, pour avoir des bons amis qui sont brasseurs professionnels, le rendement, c'est super important pour eux. C'est Mhm. leur gagne-pain. Eux, ils dépensent de l'argent pour acheter du grain pour brasser de la bière. C'est Mhm. sûr qu'eux, ils veulent tirer le meilleur. Ils veulent avoir le meilleur rendement. Ils veulent aller chercher le plus de sucre possible. Mhm. Aller, pour faire le plus de bière possible avec le moins de grains possible. Mhm. C'est tout à fait normal. Mhm. Mais au fil du temps, dépendamment des sources d'eau, les gens se sont adaptés pour faire des bières qui étaient de meilleure qualité, qui étaient plus. Dans le fond, en Angleterre, grosso modo, en Angleterre, ils ont compris que
on a des grains foncés. Tu sais, nous, on utilise des grains foncés. Mhm. C'est parfait pour utiliser avec l'eau qu'on brasse. Ça fait une bière fermentée qui goûte bonne. On peut en produire beaucoup. Euh, Puis ça, en fait, c'est juste une question d'interaction entre le grain et l'eau. Mhm. Les grains qu'ils utilisent acidifiaient tellement l'eau que ça perturbait l'activité enzymatique. Fait que, tu sais, à quelque part, il fallait qu'ils viennent contrebalancer à quelque part. Et Mais ils contrebalançaient en faisant quoi? absolument rien. Ils se sont rendus compte que Ils n'avaient pas à faire ça. il n'y avait pas à le faire. Tu sais, ils se sont rendus Hmm. compte que l'eau qu'ils utilisaient favorisait la production de bières de meilleure qualité parce qu'elle contenait beaucoup plus de minéraux qui permettaient de contrebalancer la descente, L'acidification, dans le fond. l'acidification indésirable qui se serait produite sinon. Parce que c'était une eau plutôt alcaline à Oui, cause il y a beaucoup des de minéraux. minéraux dans l'eau, dans leur Mhm. eau. Beaucoup de carbonate. Les carbonates vont capter l'acidité. C'est pour faire simple. Là. Est-ce qu'ils vont la contrebalancer ou est-ce qu'ils vont l'exacerber? Dans le fond, cours de chimie 101, pour ceux qui sont moins familiers avec ça dans notre histoire, Y compris moi. y compris moi, l'acidité, c'est défini en fait par la quantité d'ions hydrogène présents dans l'eau, présents OK. dans un environnement. OK? Plus il y a d'ions hydrogène, plus c'est acide. OK. Les carbonates sont capables de lier les ions hydrogène. Les ions ions libres. sont comme particulièrement réactifs. Hein? Oui. C'est ça, il y a un atome où il y a quelque chose qui manque qui fait qu'ils sont Ben, réactifs. en chimie, c'est toujours Donnant. interaction négative-positive. Ouais. Moi, il me manque de quoi. Toi, tu as de quoi à donner. Mhm. Fait que moi, je suis positif dans le cas des hydrogènes. Dis pas ça durant COVID, là, ça se dit pas. Ah ouais. Oh mon Dieu, oui. Excuse-moi. Écoute, je fais des tests COVID à l'hôpital, fait que honnêtement, je commence à être immunisé à ça. Là. C'est bon. Mais tu sais, je suis positif, j'ai besoin de charge négative. Mhm. Fait que les deux se combinent. C'est ça. Fait que ça vient neutraliser l'acidité finalement. C'est ça qui arrive. Fait que c'est ça l'importance des carbonates dans l'eau de brassage. Mhm. Fait que la présence de carbonate dans l'eau de brassage en Angleterre fait en sorte que ça peut bien compenser pour toutes sortes d'irrégularités que tu aurais durant ton brassage. Oui, parce qu'ils utilisent des grains foncés. C'est ça. Il Oui. y a une autre particularité. Je vais prendre l'exemple de la ville de Burton. En Angleterre? En Angleterre, leur eau est alcaline, mais elle est aussi riche en sulfate. Des sulfates, c'est quoi déjà des sulfates? Les sulfates, c'est des composés qui sont faits de sulfure. Mhm. OK? Dans la bière, les sulfates viennent accentuer l'amertume du houblon. Ah, ouais. Fait que, tu sais, en Amérique, on est friand de houblon. OK? Ça, c'est plus un secret, là. Je veux dire, honnêtement... Oublie la génération des milléniaux, c'est une génération West Coast IPA. Oui, mais là, ça revient en plus. Hein. Il semblerait que, tu sais, la prochaine tendance brassicole, là, c'est vraiment... Il semble avoir un retour vers les West Coast IPA. Là. Mhm. En tout cas, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, c'est un autre épisode, ça. Moi, je te le garantis. On n'a pas fini de parler des IPA. Mais c'est ça. Mais dans le fond, les Anglais, c'est les premiers à avoir fait des bières où l'amertume était désirable, où ils ont appris à jouer avec l'amertume. Mais à Burton, leur eau était riche en sulfate. Fait que ça venait comme rehausser l'amertume. Puis en plus, ben, les Anglais, honnêtement, quand ils ont colonisé l'Inde, pour ne pas dire envahir, mais en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Même s'ils étaient en Inde, les Britanniques, ils voulaient boire. Là. Hein? Oui, ben absolument. Ils voulaient boire. Ils voulaient boire de la bière, mais le temps qu'elle se rende de l'Angleterre jusqu'en Inde. Elle avait le temps de surir. Oui, parce que le voyage était long et compliqué et surtout chaud. Et chaud. Fait que la bière, elle arrivait rancie. Mais ils se sont rendus compte que s'ils mettaient plus de houblon,
Ben, le houblon a des propriétés bactéricides. Mhm. Donc, c'est de là qu'est né le mouvement, le style de bière qu'on appelle les Pale Ale puis les IPA. Les India Pale Les Ale. India Pale Ale, Mhm. exactement. C'est de là que ça vient. Fait que, ils ont appris à jouer avec le houblon. C'est les premières IPA. Fait que, nous, on est vraiment friands d'IPA, mais les New England IPA, Mhm. c'est des bières où tu viens jouer avec, entre autres, avec les sulfates pour venir jouer l'amertume. Les West Coast IPA, tu joues vraiment beaucoup avec les sulfates pour rehausser l'amertume. Là. Ça, c'est vraiment pas quelque chose à laquelle j'aurais pensé avant. Je croyais savoir c'était quoi la différence principale entre les East Coast IPA et les West Coast IPA. Je pensais que c'était grosso modo que dans une West Coast, tu dompes 2 à 3 fois plus de houblon, puis que c'est vraiment une attaque d'amertume. Il y a l'amertume qui se métabolise, puis qui commence à faire un combat avec toi, qui te casse la gueule, puis qui maintenant vole ton corps. C'est ça une West Coast. C'est une évasion d'amertume et de houblon. Puis c'est un petit peu plus clair. Puis la Euh, New England IPA est un petit peu plus dans le- nuageuse, mais agrumée. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de similitudes, puis il y a beaucoup de différences Mhm. entre les deux styles. Les West Coast IPA, ce sont des bières. Dans les deux cas, il y a beaucoup de houblon. Il y en a définitivement plus dans les New England IPA, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ah, c'est pas le contraire. Il y a plus de houblon dans les New England que dans les West Coast. Moi, les recettes que j'ai vues, honnêtement, il y a beaucoup plus de houblon dans les New England IPA que dans Ah, les OK. IPA. Et la seule différence, c'est la façon que tu utilises le houblon. Hmm. Les West Coast IPA, il y a vraiment beaucoup d'amertume. Dans une West Coast IPA, tu veux beaucoup plus de sulfate pour venir chercher le côté tranchant de l'amertume. Mhm. Puis les West Coast IPA, c'est des houblons plus résineux. Résineux? Ah Oui, ouais, c'est des comment... houblons de la côte. C'est des houblons de la côte ouest qu'ils appellent. Là. C'est, dans le fond, en anglais, ils appellent ça piney. C'est tout ce qui est piney, genre Cascade, Mount Hood, Chinook, Amarillo. Mhm. C'est ce genre de houblon-là. Ça, ce sont Centennial, peut-être? Centennial. Oui, sans bon Ouais, Dieu, ouais. Centennial. Honte à moi, j'oublie Ben, parce que j'en connais d'autres, là. Il y a Columbus puis Galaxy. Columbus, ça Galaxy, n'est. ça semble assez important pour les West Coast. En fait, moi, ce que je constate, c'est, dernièrement, il y a comme une tendance, parce que une West Coast IPA, c'est vraiment des houblons piney. Mais de plus en Hmm. plus, on voit des West Coast IPA, oui, avec des houblons beaucoup plus fruités, si je peux le dire comme ça. Mhm. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'en vois de plus en plus passer, mais ça, c'est pas très traditionnel dans le style. Je comprends. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'élucide pas encore. Puis c'est, qu'est-ce que ça veut dire un houblon résineux? Pour moi, c'est boisé, légèrement fumé, puis ça se peut que je sois complètement dans le champ. Puis surtout, il y a une petite odeur de conifère. Oui, c'est ça. Piney, comme pain. OK. Comme du pain. Comme Mhm. l'arbre, là, pas comme du pain qu'on mange, mais le pain. OK. C'est ça. En anglais, ils appellent ça piney, mais c'est ça. C'est comme de la résine de conifère. Fait que tu te sens un Exactement. peu comme dans une forêt boréale, là, dans le fond. Exactement. Wow. Ça serait plus ça. C'est pour ça que j'aime ça, les West Coast. Je me sens chez moi. Puis, Dans le nord canadien. oh! Alors que c'est du West Coast en Californie. En Oregon. Comment ça en Oregon? Ben, c'est pas mal plus. C'est pas mal plus originaire, genre, d'Oregon, T'es-tu en train de me dire que Washington. les West Coast, ça a plus de sens en Oregon que dans la côte ouest? À ma connaissance, oui. Ça me surprendrait pas. Et pourtant, ça pose tellement beaucoup de questions. Parce que, honnêtement, la majorité du houblon qui est produit aux États-Unis est produit en Oregon et à Washington, Ah dans, ouais? dans les deux États, là, spécialement dans la vallée de Yakima. Fait que, tu sais, les grands amateurs de bière, là, vous avez sûrement vu, genre, tu sais, les brasseries, tu sais, Ben dire oui. ils font une Yakima IPA ou whatever, mais tu sais, c'est juste, ils ont utilisé des houblons, genre, tu sais, de la vallée de Yakima, là. Est-ce qu'il y a un type de houblon en particulier qui s'appelle Yakima? Parce qu'au Québec, il y a une bière extraordinaire brassée par Castor, qui est la Oui, bière Yakima. qui est excellente, C'est honnêtement. une des, je Elle- pense, c'est une des 5 meilleures IPA qui existent en ce moment au Québec. Dans les West Coast IPA,
honnêtement, j'avoue que c'est dans mon top. Mhm. Elle, puis je dois admettre aussi que que la Road Trip IPA du Gainsbourg, Oui. elle est excellente aussi. J'avoue Puis elle que mérite son titre en passant. J'ai vraiment l'impression d'avoir un espèce de voyage psychédélique quand je bois ça. elle est honnêtement là, Mhm. au au Chelsea Pub à Chelsea, avec un bon repas là, il y a pas de Toi, meilleure toi, bière que ça. tu te sens chez toi, là, dans le fond. Oh mon Dieu, je suis vendu, à 100 000 à l'heure avec celle-là. Mais ça me fait penser, on n'a pas encore parlé des bières qu'on boit en ce moment, puis ça sera peut-être un bon moment parce que c'est des bières qui nous ont été fournies par le dépanneur Rapido à Gatineau, qu'on salue et qu'on remercie. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu bois en ce moment? Ben, on a été concept, hein. Ça, moi, je bois une PLL nordique qui s'appelle La Traite de la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomo. Les Ah, houblons, ouais. ce sont du Centennial et du Saz. On dénote des notes de conifères. Hmm. Donc, Ouais, c'est super fait que, tu sais, thématique. c'est une West Coast IPA légère, Ben finalement. Tu sais, oui. on peut le voir comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait que les West Coast IPA, c'est un peu ça qui les caractérise. Puis ça, elles sont très secs. Il n'y a pas Mhm. beaucoup de sucre résiduel, ce qui les rend vraiment très pintables. Comme une pils. Comme une Pils, mais d'ailleurs, celle-là, il y a du Saz. Ouais, Une puis le Pils, Saz, ouais. il peut y avoir du Saz dedans. C'est le houblon par excellence de non seulement la Pils, mais la Pils originale, ou en tout cas une des premières Pils, la Pilsen Urquell, là. Urquell exactement. Ce houblon qui pousse en Moravie. Ben, c'est en République tchèque. Exactement. Ben, tu sais, en fait, c'est un houblon C'est un des houblons nobles, noble. c'est C'est ça, ça. un houblon européen traditionnel Mhm. qui pousse en Allemagne, qui pousse en Ouais. République tchèque, qui est utilisé dans la production, c'est ça, de bières légères, de lager, etc. Puis sa particularité, c'est d'être à la fois herbeux et, Floral. un petit peu épicé. Aussi, effectivement. Je pense qu'il est surtout floral plus que épicé, mais je pense que quand je dis herbeux, je pense à herbal. Puis qu'en réalité, ça, c'est un C'est terme floral. anglophone, mais qu'en français, on dirait floral. Mais les houblons, c'est tellement. Aux États-Unis, en Oregon, là, à l'université, il y a des universités à Washington puis en Oregon là, qui se consacrent exclusivement. Il y a des départements là, dédiés à l'étude du houblon. Qu'est-ce qui donne ses propriétés au houblon? Ouais. Les arômes, les saveurs. Ah, c'est il- complexe, le houblon, man. et Le nombre de c'est con- composés bizarres, moléculairement complexes qu'on trouve dans une cocotte de houblon, c'est à défier le kaléidoscope de toutes les sciences qui oui, existent aujourd'hui. puis c'est une science qui est subjective aussi, dans le Ouais. sens que tu sais, que c'est influencé par celui qui l'expérimente. Dans le Mhm. sens que, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, l'Amarillo, c'est le houblon, c'est le Sérovar Amarillo. Pour moi, c'est synonyme de citron. Si Mhm. je veux une bière agrumée, là, c'est de l'Amarillo. Je me pose même pas la question, là. Plus que citron ou mosaïque. Oui, Pas mal plus, tu veux dire. pas mal Plus que plus. lemon drop. Le Mandurable, je l'ai pas vraiment essayé, Je l'ai fait celui-là. une fois, très sec. Vraiment, vraiment sec. Mais moi, ce qui me perturbe avec l'Amarillo, Mhm. c'est que quand tu regardes certaines descriptions, tu sais, ça dit des notes de fruits tropicaux, puis tout, je suis comme, OK, moi, j'ai aucune idée où est-ce que vous voyez ça, là. Je veux dire, moi c'est pas ça que je goûte. Moi c'est vraiment citron, là. Je Mhm. fais une excellente Pale Ale à l'Amarillo. Faudrait que j'y goûte pour être sûr d'être d'accord avec toi. Tu sais, Faudrait que j'y goûte versus. au moins 2-3 fois. Tu sais, puis versus, ben, tu sais que t'es toujours le bienvenu chez nous. Écoute, le Keezer, il demande rien que ça. Hey, barbecue cet été. Mhm. Ouf. La saison est commencée en plus, là. Tu me tentes? Écoute, ben, il va falloir brasser pas mal plus que ça, par exemple, parce qu'il n'y aura pas assez de bière. C'est sûr. Mais bon, C'est sûr. bref, c'est une expérience gustative qui est différente pour tout le monde. Mhm. Tu sais, je veux dire, le houblon, oui, tu sais, il y a des consensus, mais ça reste que, tu sais, la personne qui y goûte,
la perception n'est pas pareille d'une personne à l'autre. Pourquoi? Mm. Parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes récepteurs sur la Et langue. pour aussi différente que la perception soit, elle est toujours aussi valide parce que il n'y a rien de plus humain que la perception d'un truc, d'une chose ou d'un goût. Ben, c'est parce que c'est ça, la perception de quelque chose va te rappeler quelque chose. Fait que, tu sais, ça Mhm. t'amène à quelque part, indirectement. Mhm. Tu sais, ton subconscient te dit Ah, moi, ça me rappelle ça. Puis, tu sais, Mm. c'est dur de déroger de ça. Mais ma conscience m'amène consciemment et directement au thème de l'eau. Et il y a une chose que je voulais te demander depuis le début de cet épisode, c'est, mettons que toi, là, tu brasses une bière, puis tu as un objectif en termes de pH, parce que tu sais que c'est le plus meilleur possible pH pour l'activité enzymatique, et puis que tu réalises que tu n'as pas atteint ton pH. Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, de nos jours, on peut utiliser un pH mètre, honnêtement, pour vérifier le pH Mhm. de notre mou quand quand on fait notre empâtage. Le trempage. Le trempage des grains, exactement, Mhm. c'est ça. Empâtage, trempage, c'est tous des synonymes finalement. Mhm. On peut vérifier le pH pour s'assurer qu'on est entre 5,2 et 5,6. Si on n'est pas, si on est trop bas, on peut rajouter, tu sais, on a parlé tantôt des carbonates pour venir Mhm. contrer l'effet de l'acidité. Ouais. Mais la meilleure source de carbonate sur le marché, qui ne coûte pas grand-chose, qui est accessible à tout le monde, c'est le bicarbonate de soude. Notre merveilleux Arm & Hammer. Ben oui, toi. T'sais. Puis honnêtement, ça n'en prend vraiment pas gros pour faire changer le pH dans un 20 gallons, dans un 20 litres, je vous le confirme. On parle d'une cuillère à thé, deux Ah, peut-être, même pas. saupoudré. Pour vrai, Un là, petit, pareil. c'est comme dans la Ouais, vidéo, là. ouais, comme je me souviens pas de son nom, là, mais Moi le non gars plus. qui spread Je ça. suis sûr qu'il y a des Brésiliens, mais don't quote me on this. Moi, j'ai vu à quel point il me semble qu'il était philippin. Philippe, ça, je pense pas que ça se dise, Philippin, ça. mon Dieu, la bière Philippinin, commence à là, je fesser. pense pas. C'est ça, oui. Philippin, Oui. je Il va te pense. falloir de l'eau, toi. Oui. Mais ouais, non, c'est Fait que c'est ça. ça. Dans le fond, il t'en faut vraiment pas beaucoup. Fait que si jamais ton pH est trop élevé, tu rajoutes du bicarbonate de soude. S'il est trop bas, Ah, c'est trop bas, pardon. s'il est trop haut, donc Mhm. tu veux le descendre finalement, ton pH, tu Mhm. pourrais ajouter. Ça pourrait être aussi simple que de prendre du jus de citron, parce que c'est acide. C'est très Mais acide. ça va peut-être laisser un petit goût. L'option la plus utilisée, c'est honnêtement l'acide lactique L'acide lactique. commercial. Oh, oui, ça s'achète. Vraiment. Hmm. C'est de l'acide lactique, dans le fond, quand tu bois une sour beer, une bière surette, là, une bière Ouais. sûre, c'est ça que tu goûtes. Là. La perception d'acidité, c'est provoqué par de l'acide lactique. Hmm. Fait qu'on est capable d'en produire de façon industrielle. Puis c'est un liquide. Tu t'en mets un peu dans ton mou en train d'empâter pendant l'empâtage, puis ça va changer le pH. Là. Est-ce que c'est possible quand tu brasses une bière que tu aies un pH beaucoup, beaucoup trop bas? C'est-à-dire, c'est pas acide, c'est très alcalin et même trop alcalin. Puis quand c'est trop alcalin, attends, peut-être que Si c'est je, trop alcalin, tu mets de l'acide lactique, puis tu vas le redescendre. je comprends. Mais ma question, c'est plus, mettons que c'est trop alcalin puis que tu fais rien pour changer ta bière va goûter quoi? Ben, c'est que l'activité enzymatique ne sera pas optimale. Donc, Ça veut pas dire que Hmm. tu n'atteindras pas ton objectif. Mais ça veut dire si l'activité enzymatique n'est pas optimale, tu vas peut-être avoir pas assez de sucre simple, donc tu n'auras peut-être pas une bière forte en alcool. Mhm. Tu vas peut-être avoir une bière plus sucrée. Mhm. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Là. Ouais, je comprends. Fait que vraiment, honnêtement, le pH de ton eau, c'est un élément crucial. Pour vrai, pour n'importe qui commence à brasser, là, Mhm. cassez-vous pas la tête avec ça. Là. Généralement, en tout cas, du moins à Gatineau, là, je veux dire, ça c'est l'expérience personnelle. Là. Si vous jouez pas avec votre eau, avec votre
vos minéraux avec votre pH dans votre eau, là, vous allez faire une bonne bière pareille, là. Mhm. Mais si on veut aller chercher, si on veut une coche de plus, si on est un scientifique comme moi, Bon. qui veut vraiment, qui regarde les chiffres et qui n'est pas satisfait, là, jouer avec son pH, ça peut être une très bonne idée. Est-ce que tu connais une place au Québec où est-ce que l'eau est plus propice à une excellente bière? Ou est-ce que le pH de l'eau municipale est plus approprié? Ben, je te dirais en tout cas, c'est sûr qu'à Amos, en Abitibi, là, je prêche ma paroisse peut-être là, en disant ça, là. Tu as le droit. Mais tu sais, c'est une eau qui est filtrée naturellement par des esquerres. Mhm. Elle est très pure. Ça, pour vrai, si tu veux brasser une lager, c'est définitivement Pur dans le sens qu'il y a peu ou prou de carbonate. il n'y a pas grand-chose dans cette eau-là, là. Ça fait 1 an que j'ai utilisé le mot prou. Je veux juste que tu le saches. J'ai déjà dit ça une fois dans ma vie, il y a très longtemps, peu ou prou, mais je dis vraiment pas ça souvent. Mais, tu- Prou. mais peu importe où tu te trouves, en général, tu peux. Ben, tu sais, à la Shop à Malte, on offre un service d'analyse d'eau, C'est vraiment vrai, ça? Ben oui. personnalisé. Ah oui. Fait que tu sais, si tu es sur un puits ou tu sais, peu importe, tu sais, ça peut être vraiment plus précis. Puis, Mhm. tu sais, si tu habites en ville, tu peux regarder sur le site web de ta ville. Puis Ouais. généralement, ils mettent accessible un relevé général, tu sais, de la composition de l'eau. Ben définitivement, Gatineau a fait ça. Oui, Mhm. mais il faut faire attention. Ah oui? Ça varie beaucoup en fonction des saisons. Comment ça? Ben ici, à Gatineau, l'eau provient de la rivière des Outaouais. Ça, c'est pas un Mhm. secret, là, je veux dire. On est à côté d'une très grosse rivière. Fait que, T'as pas volé la base de données de qui que ce soit pour dire ça. non, Je j'ai pas comprends. volé la base de données de personne. C'est juste logique. Mhm. C'est l'eau de la rivière. Mais une rivière, c'est pas statique. Ça Mhm. bouge au fil des saisons. Mhm. Tu sais, je veux dire, il y a un brassage des eaux qui se fait là, tu sais, en fonction des saisons. Fait que la composition de l'eau, c'est sûr qu'elle change. Mhm. Tu sais, je veux dire, l'été, l'eau est plus chargée en composés organiques. C'est vrai. Tu sais, l'hiver, tu sais, vu qu'il fait plus froid, ben, il y a moins de particules dans l'eau, il y a moins de molécules dans l'eau. Tu sais, c'est pas statique, ça bouge beaucoup. Fait que, tu sais, généralement, ils recommandent, puis c'est d'ailleurs une recommandation. Je vais tout de suite plugger ce que je voulais. Parce Je t'en prie. qu'honnêtement, on peut pas parler de l'eau, honnêtement, sans parler de cet ouvrage. Là, je prêche vraiment, genre, tu sais, je suis vendu, là, je veux dire, vous pouvez me le dire, là. Euh, Water, A Comprehensive Guide for Brewers. OK, un autre livre. En fait, c'est une série de livres de la Brewing Element Series. OK, ils ont Mhm. fait un livre sur l'eau, un livre sur la malt, un livre sur le houblon, un livre sur la levure. Là. Mhm. C'est des ouvrages à avoir dans sa bibliothèque, honnêtement, pour quelqu'un, spécialement celui sur l'eau. Honnêtement, Plus que sur le malt. oui. Qu'est-ce que tu en as le plus retenu? Si tu avais à penser à ce qui t'a été le plus bénéfique dans cet ouvrage-là, que ce soit un top 3, 5, 2, 1 ou pi, ça serait quoi? Ben, autant ce livre-là, OK, va en profondeur, tu sais, pour ceux qui ont quand même, tu sais, des connaissances en chimie, Mhm. tu sais, relativement avancées. Mhm. Autant, il y a des chapitres, bon, OK, maintenant qu'on a fait la partie plate, il dit comment on fait de façon simple pour jouer avec son eau en fonction du style. Ben ça serait ma question envers toi. Maintenant, tu vas faire un IPA New England. Comment est-ce que tu joues avec ton eau pour avoir une IPA New England qui est très peintable? OK. Ben, là encore une fois, tu sais, c'est notre habitude, hein, on sort du coq à l'âne, tu sais, on est tellement excités par Mhm. nos conversations qu'on a commencé. Tantôt, tu m'as demandé la différence entre les deux. Je t'ai donné une description des West Coast IPA. Gars, je vais y aller avec une description des Ben New oui, England IPA à ce moment-ci. ben oui. La différence entre les deux, il y a les houblons. Mhm. Définitivement, la variété. Tu Mhm. sais,
Les New England IPA, je pense qu'ils ont même plus besoin d'être décrits. Je veux dire, côté saveur, là, Mhm. je pense que n'importe quel zootologue amateur, honnêtement, connaît genre les New England IPA, sait que c'est des bières houblonnées, excessivement fruitées, tu sais, double dry hop, Mhm. triple dry hop même des fois, Mhm. ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là, n'importe qui connaît New England IPA, c'est quoi? C'est easy, c'est Mhm. onctueux. Ouais. Du cold dry up aussi? Ben, généralement, un dry up, ça. Ouais, non, ça se fait pas nécessairement à froid. Non, OK. Mais en fait, ouais, en français, en fait, on dit houblonnage à froid, là. C'est peut-être ça Ah que tu veux oui, c'est dire? possible, oui. Parce que c'est généralement le houblon est Mhm. ajouté. Une fois qu'on a fini de tremper les grains dans l'eau, qu'on a extrait le Mhm. sucre, puis les saveurs, puis tout ça, on Mhm. fait bouillir avec du houblon pour donner l'amertume C'est ça. euh, au, au mou qui va donner une bière. Euh, Quand on fait du houblonnage à froid ou dry up en anglais, qui est c'est malheureux. Faudrait travailler là-dessus, là, mais c'est la terminologie anglaise encore là qui Mais tu est. l'as bien dit en français, par exemple. C'est houblonnage à froid. Ça représente vraiment pas ce que c'est en réalité, Hmm. parce que ça se fait pas vraiment à froid, là, je veux dire. C'est pas plus froid que n'importe quelle autre Ben, température. c'est la température pièce C'est ça. Ouais, comparativement ouais, ouais. à quand tu mets du houblon pendant l'ébullition. Ouais, c'est ce qui fait La que différence est là. ça nous mélange un petit peu. C'est froid par rapport à la température d'ébullition, qui est là où est-ce que tu mets ton houblon durant le brassage. Mhm. Puis une fois que le brassage est terminé, tu refroidis, tu inocules avec ta levure, tu fais fermenter, puis tu mets ton houblon avant d'embouteiller. Puis là, tu peux le faire à différents moments. Tu peux faire Mhm. ça euh, plusieurs jours avant l'embouteillage, puis après ça, une deuxième fois, d'autres jours avant l'embouteillage. Oui, en fait, la grosse différence entre une West Coast IPA puis une. En fait, il y a plusieurs différences. Une des grosses différences, ben, c'est les variétés de houblon, on l'a dit. Mhm. Il y a la façon qu'on va utiliser le houblon aussi. Ah oui? Oui. Oh oui, ça fait une énorme différence. Dans une West Coast IPA, on va mettre du houblon pendant l'ébullition parce qu'on Mhm. on veut aller chercher de l'amertume. On peut faire un dry up pour aller, aller chercher le côté aromatique des houblons comme l'amarillo, le Mhm. cascade, le chinook, le côté piney, le côté résineux. Là. Pour les New England IPA, ça va peut-être en surprendre certains, mais il n'y a pas de houblon pendant l'ébullition. En tout cas, généralement, il n'y en a pas. Sérieux? Il y en a pas. Je vais probablement brasser une New England IPA dans quelques semaines. Va falloir qu'on en parle. Tu vas venir la brasser avec moi puis tu vas comprendre. Probablement. Euh, En fait, ce qui arrive, c'est. On appelle une New England IPA une IPA parce que c'est par définition une IPA, c'est une bière qui a un indice d'amertume très élevé. Mhm. C'est ça, là. Puis c'est encore là, pour les mâles, il y a un indice de couleur. Mais pour Mhm. les houblons, il y a un indice d'amertume aussi. Le fameux IBU, là. IBU, Mhm. exactement, ça se calcule. Fait que, mais virtuellement, OK, dans une New England IPA, là, il y a 0 IBU. Ou très peu, là, tu sais. Genre peut-être 5 IBU maximum. Fait que le côté le plus intéressant ou le plus affirmatif de la bière, c'est dans le goût lui-même qui serait plus agrumé. Mais en fait, l'impression d'amertume qu'on retrouve dans les New England IPA, Mhm. c'est d'autres composés que ceux qu'on voit normalement. Parce que normalement, dans le houblon, ce qui donne l'amertume, c'est sa résine. OK? C'est des constituants de Mhm. sa résine qu'on Ouais. appelle les alpha-acides. Mhm. Quand on fait bouillir du houblon, on provoque une réaction chimique qui transforme ces acides-là en un composé amer.
Ça, c'est dans les West Coast IPA, OK? Dans les New England IPA, c'est plus c'est d'autres composés que les alpha-acides qui vont te donner la sensation de picotement sur la langue. Hmm. C'est entre autres la charge de houblon, tu sais, qui est Mhm. énorme. Il y a énormément de houblon. Fait que quand, quand tu goûtes, t'es comme, oh, OK, tu sais, ça me pique ça la langue. Mais Mhm. c'est pas des alpha-acides en théorie. Parce que pour que les alpha-acides donnent des IBU, il faut qu'il ait été bouilli. Ce qui Ouais. n'est pas le cas, parce que généralement, une New England IPA, le houblon, on va le mettre vraiment vers la fin. Généralement, même les brasseurs professionnels le coupent le feu. Ils provoquent un tourbillon dans leur mou, Le Whirlpool. ce qu'on appelle le whirlpool dans le Mhm. jargon. Puis ils vont envoyer le houblon là-dedans. Ça, ce que ça fait, c'est que normalement, les alpha-acides vont s'isomériser, vont se isomériser, je veux dire, vont se transformer pour devenir amers. Là. Grosso Mhm. modo, c'est la réaction chimique qui se passe. Ils vont se transformer, passer, on va dire, 75 à 80 degrés Mhm. Celsius. Fait que généralement, les brasseurs professionnels, ils laissent leur mou qu'ils ont fait préalablement bouillir refroidir autour de 70, 72 degrés. Mhm. Ils vont ajouter le houblon pendant 15 à 20 minutes dans le tourbillon. Mhm. Puis ça, ce que ça fait, ben, ça augmente, ça augmente la surface de contact. Tu sais, le houblon, il se mélange avec la bière. Fait que, tu sais, Mhm. ça y permet d'entrer en contact. Puis tu sais, les composés vont être extraits. Puis Mhm. comme c'est en bas de la température d'isomérisation du houblon, tu vas pas chercher l'amertume, tu vas juste aller chercher les arômes. Parce que Mhm. passé 80 degrés, là, généralement, la majorité des arômes vont s'évaporer, vont se C'est ça. volatiliser. Là. Parce que les huiles essentielles qui contiennent des arômes sont très fragiles, Ils sont très volatiles, sont généralement. très volatiles, sont très T'sais, affectés par la chaleur. si tu mets du houblon au début de ton ébullition, Tu vas juste avoir de l'amertume. il restera pas beaucoup d'arômes. C'est ça. Ça va te donner une bière amère, mais tu n'auras pas beaucoup de Mm. nez. Tu ne sentiras pas grand-chose. Si tu le mets plus vers la fin, il va en rester pas mal plus. Tu risques de le détecter pas Mm. mal plus. Mais tu sais, une New England IPA, par définition, c'est ça l'objectif. L'idée, c'est de mettre en valeur les arômes du houblon, Mhm. plus que l'amertume. C'est ça. C'est plus ça. Puis tu sais, là où euh, tu sais, on met du houblon, c'est ça, pendant un tourbillon, pendant un whirlpool, Mhm. mais généralement, avec l'activité des levures, ça produit tellement de CO2 que, tu sais, il y a une bonne partie de ces arômes-là qui vont s'évaporer. Fait que quand on parle d'une bière qui est double dry hop, Mhm. tu sais, qui est doublement houblonnée à froid, ça veut dire que ils ont fait un, tu sais, mettons, ils ont houblonné pendant la fermentation. Quand la Mhm. fermentation est finie, ils vont avoir refait un autre houblonnage quelques jours avant d'embouteiller ou Mhm. de mettre en canette, là, parce que de nos jours, la bouteille a perdu. Bouteille ou canette, ouais. La canette a C'est plus la plus. cote. Ouais, c'est ça. C'est plus économique puis plus accessible. C'est plus économique, c'est plus léger, Mhm. c'est ça, ça coûte moins cher. Mm. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est une très grosse différence entre les West Coast puis les New England IPA. Ça veut pas dire qu'une West Coast peut pas être. Tu peux pas faire doublonnage à froid, par exemple. Mhm. Tu sais, il y en a, là. Tu sais, c'est pas ça que je veux dire. Mhm. Mais une autre grosse différence aussi entre West Coast puis New England IPA, c'est le ratio. C'est parce que là, on parle de l'eau. Tu sais, l'eau est vraiment importante dans ces deux styles-là. Mhm. OK? Le ratio entre la quantité de sulfate dans l'eau et de chloride va vraiment définir la sensation en bouche. Bon, Ah oui. oui. Les chlorides, pour mettre en contexte, OK, ceux qui ont déjà brassé de la bière, tout le monde est comme ah non, le chlore, c'est un désinfectant naturel.
généralement, c'est ça que les villes utilisent pour désinfecter leur eau, là, du chlore. Mhm. Faire une différence entre chlorine et chloride. C'est Hmm. deux composés chlorés. Il y en a un qui est désinfectant. Il y en a un autre, chloride, qui est bénéfique, qui a un effet bénéfique dans les New England IPA dans ce cas-ci. Euh, dans le fond, les chlorides, c'est aussi ça qu'on trouve dans le sel de table. Mhm. Les Américains sont très forts sur le gras pour rehausser le goût de la nourriture. Mhm. Nous, les Canadiens, on est très forts sur le sel pour rehausser le goût de la nourriture. Mais c'est le chlore et le sodium qui provoquent ça, Ben oui. qui font rehausser le goût. Ça fait rehausser le goût, mais ça fait rehausser aussi la rondeur. Mhm. Puis la rondeur, c'est important. Dans une New England IPA, c'est excessivement important. C'est central. Donc, dans une West Coast IPA, tu veux beaucoup plus de sulfate que de chloride parce que Mhm. tu veux accentuer l'amertume. Ouais. La rondeur, tu t'en fous. Il n'y en a pas de rondeur dans une West Coast IPA. Mhm. À l'opposé, une New England IPA, tu t'en fous de l'amertume. Il n'y en a pas d'amertume. Mhm. Si tu veux plus de chlore, de chloride plutôt, pour utiliser les bons termes, Mhm. tu veux plus de chloride que de sulfate. Mhm. Pourquoi? Parce que une West Coast IPA, comparativement à pas une West Coast IPA, excusez, une New England IPA comparativement à une West Coast IPA, ben c'est vraiment plus rond en bouche. Ouais. Tu sais, n'importe qui a goûté qui a déjà goûté les deux styles, tu le vois tout de suite la différence. Là. Tu bois une New England IPA, t'as l'impression de boire une stout, mais genre vraiment, genre, qui goûte le jus de fruits. Là. Ouais. L'eau, la composition de l'eau a un impact. Ben, il y a aussi le type de grain que tu utilises. Là. Dans Mhm. dans une New England IPA, il y a beaucoup souvent d'avoine ou d'avoine maltée. Ouais, ouais, pour donner un peu plus de texture. Oui, c'est ça. C'est comme du gruau finalement. Là. Mhm. Voyez ça comme si on prenait genre. Tu prends, mettons, de l'eau, mets de l'eau plus du gruau. Mhm. Parce que du gruau, c'est de l'avoine. Là. On s'en cachera, Ouais, ouais. cachera pas. C'est pas mal plus onctueux de l'eau avec du gruau. Fait que c'est un peu ça, en fait. Les gens ont souvent tendance à penser qu'une New England IPA, l'objectif premier, c'est le houblon. Je suis pas tout à fait sûr, honnêtement, que C'est l'objectif plus la céréale. il y a- la céréale est beaucoup plus importante dans ce Mhm. style-là que dans une West Coast IPA. Définitivement. Mhm. Parce qu'on veut aller chercher des arômes. Tu sais, dépendamment des West Coast IPA, il y en a qui prennent de l'avoine, Ben oui. y en a qui mettent du blé aussi, du blé rouge, Mhm. tu sais, qui a comme un goût plus prononcé que le blé conventionnel. Là. Mhm. Tu sais, on veut mettre plus en valeur le corps de la bière dans une. Puis, tu sais, je dis pas qu'on veut pas mettre en évidence le houblon, là, parce que définitivement, tu sais, honnêtement, il y a un engouement pour le houblon. Mhm. Tu sais, il fut un temps, là, puis tu sais, en fait, puis même en fait, tu sais, j'ai des amis français, j'ai des amis qui viennent d'Europe, que tu sais, ils viennent ici, puis là, ils sont en amour avec nos styles de bière. Tu sais, eux, ils Mhm. n'ont pas ça. Là, tu sais, en Europe, c'est Ouais, ouais. ultra traditionnel. Il y a une espèce de fièvre pour la IPA, pour le houblon en Amérique du Nord. Et je pense que ça commence à contaminer l'Europe. Oui, parce qu'en Europe, tu sais, ils sont très fiers de la noblesse du houblon. Là. Tu sais, je veux dire, ce que Mhm. nous, en Amérique, on considère comme tu sais, des caractéristiques genre magnifiques, tu sais, tu sais, qui donnent Mhm. des propriétés aux produits, genre, tu sais, merveilleuses. En Europe, pour eux, c'est une tare. Tu sais, pour Ouais, eux, tu sais, je je veux dire, comprends. Il en y a tout cas, quelque chose qui est familier chez nous qui est un peu une exception non, en mais tu sais, je veux Europe. dire, tu sais, il fait un temps où en Europe, là, c'est les arômes mettons, tu trouvais des houblons avec des arômes aussi complexes que celles des houblons nord-américains Mhm. ou néo-zélandais ou australiens, là. Mhm.
ils s'en seraient débarrassés, là. Ouais, Parce que parce que c'est pas eux, aussi noble. c'est pas. Mais c'est ça, eux, Ouais. pour les Européens, tu sais, un bon houblon, c'est un houblon herbal, un houblon Oui, oui, oui. Quelque chose floral. d'un peu plus subtil. C'est ça, délicat. Ouais. Délicat, tu sais, puis ils maîtrisent très bien leur, tu sais, leur art, leur, Mm. tu sais, l'utilisation de ces houblons-là, là, tu sais, je veux dire. Ben Moi, je écoute, m'incline bien bas devant ouais. eux, honnêtement. Tu sais, je suis pas capable d'utiliser ces houblons-là aussi bien que genre les. Tu sais, je veux dire, il y a rien de meilleur qu'une bonne Pilsner ou Effectivement. une bonne lager allemande houblonnée au Saz ou au Alerto, là. Ça, tu sais, je veux dire, ils maîtrisent leur art. Mais tu sais, il y a un paradigme, genre, tu sais, mais on dirait que Mhm. tranquillement, pas vite, tu sais, ou en tout cas, du moins, tu sais, ça déteint, tu sais, sur les, tu sais, ceux qui viennent nous rendre visite au minimum, là. Moi, Ouais. c'est ce que je constate, là. Que, tu sais, ils sont comme, waouh, tu sais, c'est le paradis de la bière, c'est le fun, c'est beau, Mm. c'est. Ben, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça, puis je pense que c'est un excellent point de chute pour notre balado, c'est que à travers l'eau, on voit la capacité de faire sortir ce qu'on veut dans la bière, puis à travers la IPA, où est-ce que l'eau prend tellement un rôle important, on voit la capacité d'être capable, de travers des petites choses, de faire des grands changements dans la bière. Puis ça nous ramène à des concepts très culturels, où est-ce que, eh bien, l'IPA qu'on a en Amérique du Nord, elle, qu'on en parle en bien ou en Malte, elle, elle crée la tendance et elle fait des émules et elle continue de se développer. Puis je pense que ça veut dire que dans notre prochain épisode, depuis moi, il faut qu'on parle des IPA. Mais tu sais, il y a pas juste les IPA, tu sais, qu'il y a comme, tu sais, vraiment un gros clash entre le nouveau monde Mhm. et l'ancien monde. Ben Je oui. veux dire, le meilleur exemple, je pense que je peux te donner, c'est les sour beer, tu sais, Ouh, les bières oui. surettes. Un continent brassicole s'il en est. Euh, Honnêtement, en Amérique, on a développé des techniques pour surir les bières. Mhm. Tu sais, ça fait des produits rafraîchissants. Tu sais, l'été, c'est excellent à boire, c'est Ouais, rafraîchissant, c'est fruité, tout à c'est. fait. En Europe, c'est vraiment pas, tu sais, tu sais, le même Mhm. terrain de jeu, là. Il y a- les Belges, OK, utilisent, manipulent, tu sais, connaissent très bien, tu sais, tu sais, le- la présence, tu sais, sont capables de jouer avec l'acidité de leur bière. Tu Tout sais, à fait, ouais. je pense juste au lambic. Mhm. Les Belges, tu sais, c'est un style de bière typiquement belge, tu sais, je veux dire. Tu penses à la Belgique, c'est le premier style que tu devrais penser. Tout à fait. C'est les maîtres dans ce style-là, là. Et puis ça, C'est complexe, mais mhm. tu sais, c'est des bières surettes. Ça reste une bière qui a une acidité, Ah, je sais. mais c'est tellement différent Ouais. de ce que les Américains, Mhm. tu sais, ont développé puis que ça a détendu sur nous. Parce qu'ultimement, c'est ça, là. Ouais. Même affaire avec les New England IPA, là. Moi, dans les deux cas, là, c'est comme le meilleur exemple de la démesure des Américains, genre. Oh mon Qu'est-ce Dieu, qu'on on pourrait tellement en dire par rapport à ça. qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire Mhm. de genre extrême qui va nous différencier de tout le monde? Et c'est justement ce Les point-ci Américains, c'est sur les la, champions là-dedans. c'est justement ce point-ci sur la démesure qui renforce le point de la mesure, qui est précisément la mesure de l'eau, du pH et des bonnes choses, qui fait le ton de ce balado. Et je pense que c'est un bon moment pour euh, euh, faire une pause et penser à ce qu'on a vu aujourd'hui, le rôle de l'eau, le rôle du malt, la différenciation entre la IPA de la Nouvelle-Angleterre et de la West Coast, et certainement beaucoup de malt et beaucoup de houblon en suspension dans l'air et dans la bière. Je te remercie pour ta participation, ta présence et ton écoute et certainement ta passion. Et j'en profite pour dire encore une fois merci à La Shop à Malte qui a sponsorisé cet épisode. La Shop à Malte, c'est la référence dans l'Outaouais pour tout ce qui a rapport avec l'équipement et les ingrédients brassicoles. Ils sont sur la rue Crémazie à Gatineau. Allez les voir. Ils sont bien sympathiques, ils sont bien gentils et surtout, ils sont pleins de conseils pour vous. Moi, je vous dis
À la prochaine. On se revoit bientôt pour le temps d'une bière. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.